Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire organisé par la Chambre de métiers et d'artisanat de la région Grand Est. Donc aujourd'hui, c'est un webinaire qui est dédié au réemploi des emballages ménagers et notamment les emballages ménagers distribués par les métiers de bouche, dont le contenu est basé sur une étude réalisée par la CMA en 2023. Alors, je vois que les participants se connectent au fur et à mesure. On va pouvoir démarrer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Je suis Mélissa Laurent, référente technique en économie circulaire au sein du pôle environnement de la CMA Grand Est. Et je vais laisser Philippe Mukili se présenter et présenter également l'équipe du pôle environnement de la CMA. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre participation aujourd'hui à ce webinaire. Donc je suis Philippe Mukili, je suis le responsable du centre de ressources au sein du pôle environnement de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Grand Est. Et je vais vous présenter déjà l'équipe, puisque nous sommes dans un pôle environnement, une équipe de 16 personnes. La responsable du pôle est Delphine Patritti. Et vous voyez une carte là, où vous voyez apparaître par territoire les conseils de proximité. Là, c'est la carte des conseillers de proximité. Donc, l'ensemble de la région Grand Est est couvert pour pouvoir proposer une offre de services identifiée et commune sur tout le territoire du Grand Est. Au sein, proprement dit, de l'équipe du centre de ressources, vous avez également deux autres référents qui ont en charge l'énergie, la mobilité pour Gauthier Delorme et l'eau et la biodiversité pour Maïva Razata. L'objet du fonctionnement du centre de ressources, c'est un centre d'appui qui permet d'apporter des ressources aux conseillers de proximité. Donc, les premières étapes, c'est évidemment de faire de la veille technique et réglementaire qui apporte le contenu aux ressources qu'on va produire. Donc, on va produire différentes ressources, des notes de veille, des fiches techniques, des tests de matériel et de produits. Ces ressources ont pour vocation de servir directement le quotidien des conseillers, également des chargés de mission qui peuvent travailler en collectivité ou en organisation professionnelle, pour qu'ils aient la matière et les clés, les outils pour fonctionner au quotidien auprès des entreprises artisanales, puisque notre cœur de métier, c'est l'artisanat, sur les différentes thématiques que j'ai pu citer. Aujourd'hui, nous vous présentons une étude. Donc, nous réalisons chaque année des études prospectives. Donc, vous allez avoir, courante de cette fin d'année, 4 présentations. Donc, aujourd'hui, c'est la première. Suivra le 22 octobre une présentation sur l'impact dans les métiers de la peinture en bâtiment sur la ressource en eau. On viendra ensuite intervenir le 21 novembre sur les fonds réparation, sur l'impact et la mobilisation de l'artisanat sur ces sujets-là. Et enfin, le 3 décembre, nous aurons une présentation d'études sur tout ce qui est énergie renouvelable avec un état des lieux du potentiel pour l'artisanat. Je vous invite, pour ceux qui seraient intéressés, à revenir vers nous pour suivre ce programme de présentation de webinaire d'études. Voilà. Et enfin, dernier point sur lequel le centre de ressources intervient, c'est la formation des collaborateurs et des conseillers pour assurer leur montée en compétences et la mise à disposition des outils. Pour exemple, cette année, on vient de mettre en place un outil destination de la Diag économie circulaire pour les entreprises du bâtiment, puisque vous le savez, il y a un fonds réparation qui a été mis en place qui s'appelle PMCB, et nous avons créé un outil spécifique de diagnostic qui permet aux collaborateurs d'accompagner les entreprises sur ce nouveau dispositif. Voilà dans les grandes lignes. Je vais redonner la parole à Mélissa pour vous présenter le programme de webinaire. Très bien, merci Philippe. Donc aujourd'hui au programme, un programme assez dense, donc je vais essayer d'être assez efficace et pas trop m'éparpiller. On va commencer rapidement par un cadre réglementaire du réemploi, repréciser ce cadre réglementaire et vous dire quelques mots sur le contenu de l'étude réalisée par la CMA, les objectifs, les livrables, son périmètre. On rentrera dans une première partie technique basée sur des retours
suite à une enquête auprès de 267 métiers de bouche visant à déterminer les enjeux, les pratiques et les freins vis-à-vis du réemploi des emballages ménagers dans ces métiers. On verra ensuite, on va décomposer et analyser le processus de réemploi pour une entreprise. Quelles sont les étapes, quelles sont les solutions, quelles sont les possibilités d'externalisation de certaines étapes. Et on verra ensuite cette dernière partie qui est un peu la grande conclusion de l'étude, c'est la définition de 3 scénarios visés collective pour massifier le réemploi des emballages dans les territoires. Et voilà, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail des 3 scénarios, donc on a fait le choix de vous faire le zoom sur un scénario aujourd'hui du pilotage d'une stratégie territoriale de réemploi par un EPCI, avec notamment le retour d'expérience du syndicat Trivalis, syndicat qui est basé en Vendée. Malheureusement, ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour ce webinaire, mais ils nous ont fourni quelques slides pour présenter notamment une de leurs nombreuses expérimentations sur leur emploi. Et nous prendrons aussi le temps de répondre aux questions, peut-être à chaque fin de partie. Donc n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Alors, je commence avec le cadre réglementaire du réemploi assez rapidement. Aujourd'hui, on est un pays en France qui a un objectif ambitieux avec une échéance à 2040 de fin de mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique. Donc, c'est la grande ambition de la loi AGEC et cette ambition, elle est décomposée avec plusieurs objectifs et plusieurs décrets. Et la stratégie 3R vient aussi cadrer la stratégie et le plan d'action de la France sur cette thématique-là. Et notamment un décret qui est sorti en 2022 qui vise les metteurs en marché d'emballages ménagers et qui leur indique notamment qu'ils doivent au moins mettre 5% d'emballages réemployables sur le marché d'ici 2023 et cet objectif monte à 10% d'ici 2027. Et puis, dans des articles de loi un peu plus antérieurs, au 1er janvier 2023, les métiers de la restauration qui servent des repas sur place ont l'interdiction de servir ces repas dans de la vaisselle jetable. Et ça vise particulièrement les établissements qui peuvent installer plus de 20 personnes assises en simultané. Et un dispositif aussi plus ancien, au 1er juillet 2021, l'article 77 de la loi AGEC indique que désormais les commerçants ont l'obligation d'accepter les contenants propres apportés par les clients. Et on verra notamment dans la pratique, suite à l'enquête, quelques statistiques sur les métiers de bouche vis-à-vis de cette obligation-là. Donc pour vous dire quelques mots sur l'étude réemploi des emballages que nous avons conduit, déjà les objectifs qui ont été poursuivis et dont certains vont vous être présentés aujourd'hui, c'était de qualifier et de quantifier les emballages ménagers générés par les métiers de bouche, de définir le potentiel de réemploi dans ces métiers, d'analyser ensuite des solutions de réemploi avec ou sans opérateur du réemploi. Donc la notion d'opérateur sera détaillée et précisée ultérieurement dans le webinaire. Mais les objectifs étaient aussi plus larges et notamment de faire connaître les enjeux, les freins et les leviers du réemploi dans les métiers de bouche, à la fois aux acteurs publics et aux acteurs privés, pour finalement leur permettre de développer des services qui seraient adaptés aux contraintes techniques, organisationnelles, logistiques et économiques de cette cible. Et enfin, de définir des trajectoires, donc des scénarios pour mettre en place le réemploi dans les métiers de bouche, dans les territoires avec les entreprises. En termes de cible, cette étude est surtout visée pour les EPCI à compétences collecte-traitement, aux opérateurs du réemploi et de manière générale toutes les structures qui accompagnent les entreprises dans la réduction des emballages. Et de manière indirecte, finalement, les metteurs sur le marché d'emballages ménagers issus de l'artisanat. Alors, on a aussi des cibles qui sont plus adaptées aux metteurs en marché. On réalise des webinaires et des formations en présentiel pour les entreprises sur ces thématiques-là, donc avec du contenu un peu plus précis et comment dire, plutôt pratico-pratique. En termes de livrables, donc il y a un rapport d'étude complet et une synthèse de ce rapport en 8 pages. Alors, pour repréciser bien le périmètre de cette étude et du webinaire de ce jour, il est bien question de la réduction des emballages relevant de la REP emballage ménager, donc au titre des emballages mixtes alimentaires et principalement consommés hors foyer. Il est question également d'emballage de contenants alimentaires réemployables distribués par le commerçant.
Nous avons fait le choix de nous concentrer uniquement sur les contenants alimentaires et pas sur les contenants de boissons. Aujourd'hui, il y a déjà des expérimentations en France sur les boissons, des études également de l'ADEME visant tout ce qui est analyse de cycle de vie, etc. Et on trouvait que c'était intéressant de se concentrer sur les contenants alimentaires qui peuvent être un peu lésés parfois dans le cadre du réemploi et qui sont beaucoup distribués par les métiers de bouche. Et d'ailleurs, les métiers de bouche, je dis ce mot à plusieurs reprises, mais pour bien repréciser de quel métier il est question, de quel type d'activité. Il est question donc des boulangeries-pâtisseries, des métiers de la boucherie, charcuterie-traiteur, des poissonneries, petites restaurations, type pizzeria, camions itinérants de plats emportés, de la crèmerie, fromagerie, etc. Et donc la zone géographique de cette étude, alors c'est principalement en région Grand Est. Néanmoins, on a été chercher aussi des retours d'expérience et des expérimentations d'opérateurs du réemploi et de PCI ailleurs qu'en Grand Est, puisque je vous le présenterai aussi dans un état des lieux assez rapide des acteurs du réemploi en Grand Est. Pour le moment, on peut se considérer comme assez dépourvu par rapport à d'autres régions. Donc, je vais maintenant passer à la première partie technique suite au retour sur une enquête que nous avons réalisée donc auprès de 267 métiers de bouche. Ces métiers étaient principalement issus des secteurs d'activité, de 3 secteurs d'activité, de la boulangerie-pâtisserie, de la restauration plat emporté et de la boucherie-charcuterie-traiteur, puisqu'ils représentaient 91% des répondants. Et puis, dans une moindre mesure, on a eu aussi des répondants issus de l'activité de chocolaterie, de poissonnerie, et puis un peu plus à la marge, biscuiterie, glacerie, fromagerie. Donc c'est aussi normal d'avoir assez peu de répondants de ces 3 derniers secteurs d'activité, ces 3 dernières catégories, puisque elles représentent aussi moins d'établissements dans le secteur économique du Grand Est. Sur dernières données sur le profil des répondants, ce qui est assez intéressant, c'est leur nombre de salariés. On a déjà toutes les tranches d'effectifs de l'artisanat qui sont représentées dans le cadre de cette enquête, mais on a une majorité d'entreprises de 0 salarié, donc ce sont vraiment des toutes petites structures, des micro-entreprises, et on a aussi une majorité d'entreprises avec plus de 10 salariés. Donc on a vraiment ces 2 extrêmes sur lesquels il est intéressant et comme quoi on peut aussi s'intéresser au réemploi et le mettre en place dans des établissements de toute taille. Sur ces 3 secteurs d'activité qui sont les plus représentés dans l'enquête et dans l'étude, nous sommes intéressés à leur offre de restauration emportée parce que ce sont des métiers qui, avec l'essor de la restauration emportée et le snacking, en proposent de plus en plus. Et d'ailleurs, 75% de l'échantillon propose cette offre-là. Et quand on s'intéresse uniquement aux boulangeries-pâtisseries, aujourd'hui, enfin en tout cas en 2023, 8 boulangeries sur 10 proposent une offre de snacking. Donc c'est intéressant puisque on est vraiment sur des produits qui peuvent être éligibles ou compatibles en tout cas avec un système de réemploi des contenants alimentaires. Et donc nous, on s'est principalement concentré sur ce type d'offre de repas. On a tenté de faire une quantification, j'en reparlerai ensuite des emballages distribués par les métiers de bouche. Donc d'abord des emballages jetables, on verra ensuite les données sur les emballages réemployables. Mais on a d'abord qualifié ces emballages jetables et il en ressort que ce sont les emballages en papier craft. Donc là, il est vraiment question des emballages primaires des produits. On n'est pas sur l'emballage visant au transport, uniquement ce qui sert à protéger le produit. Et donc l'emballage le plus distribué, c'est l'emballage en papier craft par 3 entreprises sur 4, suivi ensuite des bols et des boîtes en carton pour la pâtisserie notamment, mais aussi pour tout ce qui est snacking, salade. Et finalement, les emballages en plastique, ils sont surtout prépondérants dans les secteurs de la boucherie, charcuterie, traiteur, poissonnerie et fromagerie, avec des emballages de mise sous vide, de barquettes en plastique et de feuilles en papier adhésives, donc pour emballer les morceaux de fromage, de viande et de poisson.
Donc c'est vraiment les uniques emballages en plastique qu'on va retrouver dans les métiers de bouche, mais les emballages issus de la biomasse, en tout cas pour le papier craft et le carton, restent plutôt prépondérants. Et on a aussi quelques emballages dits alternatifs, comme les emballages à base de pulpe de canne, qui sont distribués par 11% des entreprises. En termes de quantification, donc ça c'est une donnée qui a été assez difficile à estimer, puisque les entreprises suivent rarement cette donnée, malgré l'obligation dans le cadre de la REP emballage ménager, j'en reparlerai ensuite, de déclarer, donc de suivre ces emballages. C'était assez difficile pour elles d'estimer, donc c'est vraiment des déclarations. Mais en tout cas, ce qu'on peut ressortir des données que nous, on a, c'est que pour 73% des micro-entreprises, elles distribuent moins de 5000 emballages par an. Donc, on est vraiment sur de la toute petite production, avec assez peu de produits par an. Et donc, ça peut être aussi intéressant d'aller sur un système de consigne, même si les volumes sont pas très importants, mais ça peut être aussi plus facile à maîtriser. Et pour les entreprises de plus de 10 salariés, cette fois-ci, elles sont 61% à distribuer plus de 30 000 emballages par an, sachant que 30 000, c'est vraiment la fourchette de réponse limite dans le cadre de l'enquête, et que ça peut être beaucoup plus, ça peut être 100 000, 150 000 emballages par an. On a aussi pu observer que seuls 4% de notre échantillon, en tout cas, était en conformité avec la REP emballage ménager. Malgré les diverses communications réalisées par à la fois les éco-organismes cités au ADELF, mais également les fédérations professionnelles et les chambres de métiers, les informations fournies aux métiers de bouche pour les informer de leurs obligations. Et d'ailleurs, un webinaire est prévu par la CMA Grand Est le 4 novembre à destination des metteurs en marché avec notre partenaire ADELF pour représenter aux entreprises de métiers de bouche ou de manière générale, toutes celles qui distribuent des emballages ménagers, leurs obligations de déclaration et d'adhésion. Et enfin, dernière donnée sur les emballages jetables, seul un établissement sur 10 fait payer un supplément à sa clientèle pour les emballages. C'est une donnée qui nous a un petit peu interpellés parce que finalement, peu d'entreprises dissocient le prix de vente du produit et de l'emballage. Et elles sont même plusieurs, il me semble que c'est 40%, qui ne facturent pas du tout l'emballage, même dans le cadre du prix de vente. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a ni supplément, ni c'est intégré au prix de revient du produit. Donc, c'est vraiment une charge que supporte l'entreprise, alors que le fait de faire payer un supplément permet de responsabiliser la clientèle sur le fait qu'elle demande un emballage et qu'elle pourrait apporter son propre contenant. Et donc, ça peut l'inciter à ramener ses contenants et vraiment modifier ce paradigme qu'on a qu'aujourd'hui, l'emballage est considéré un peu comme un cadeau ou comme un dû, et de le faire facturer en supplément, ça permet de changer un peu de commencer à changer les états d'esprit. Et donc, justement, sur les emballages réemployables, mais du côté des contenants apportés par la clientèle, on a interrogé les entreprises de métiers de bouche sur ces données-là. Et finalement, peu de consommateurs, donc il est ressorti que peu de consommateurs ont pour habitude d'apporter leur propre contenant. 90% des consommateurs n'ont pas l'habitude. Et pourtant, malgré l'obligation depuis le 1er janvier 2021, que le commerçant peut accepter les contenants apportés par la clientèle. Le commerçant peut initier aussi le geste et la culture d'apporter ses propres contenants. Donc d'abord, on l'a dit, en faisant payer les emballages jetables qu'il distribue, en communiquant sur le fait que les clients peuvent venir avec leurs propres contenants, avec notamment le kit de communication de l'association Zero Waste France, avec une vitrophanie. Et puis le commerçant peut aussi inciter sa clientèle à venir avec ses propres contenants, avec par exemple un programme de fidélité, avec par exemple une carte papier avec un système de tampons, où au bout de 10 passages où le client a ramené son propre contenant, on lui offre une mini viennoiserie ou un petit dessert ou quelque chose comme ça. On a aussi 11% des commerçants qui ont déclaré qu'ils n'acceptaient pas que leurs clients viennent avec leurs propres contenants. Ça peut résulter d'une crainte que leur responsabilité soit engagée si le contenant du consommateur n'était pas bien nettoyé ou une présence de germes qui viendraient contaminer le produit que le commerçant a vendu.
Donc pour ça, il y a des affichages qui peuvent être proposés dans les établissements, et notamment un affichage de la Fédération des fromagers de France qui indique aux consommateurs les 2 règles d'or pour pouvoir amener son propre contenant et dans quelles conditions il sera accepté par le commerçant. Et ils ont notamment fait le choix de n'accepter que les contenants en verre pour leur innocuité, notamment en matière de réduction du risque de germes et bactériologiques par rapport à des emballages tupperware type plastique. Et une dernière donnée, enfin quelques données encore sur les emballages réemployables avant de passer à la consigne, mais plutôt sur des emballages proposés par les commerçants en termes de vente ou de dons. Donc, il peut s'agir d'un don de sac à pain ou la vente d'éco-cups ou de ce type d'emballage. Donc, plus de la moitié propose ce type d'offre. 44% ne l'ont jamais proposé et 6% l'ont déjà fait mais ont arrêté de le faire. Ils ont pu arrêter de le faire notamment parce qu'ils ont pu observer que les clients ne reviennent pas forcément avec les emballages qui ont été donnés ou vendus, puisqu'ils sont seulement 32% à revenir systématiquement avec ces emballages-là, alors que ces emballages, notamment dans le cadre du don, représentent un coût pour l'entreprise. Alors, je dis seulement 32%, mais c'est à la fois un chiffre qui est aussi encourageant, parce que ça veut dire qu'un tiers des consommateurs reviennent avec les emballages, ce qui peut être encourageant pour initier un vrai système de consigne, puisqu'on voit qu'il y a quand même une partie de la population qui serait prête à revenir avec les emballages distribués et donc notamment les emballages consignés. Et donc, particulièrement sur les emballages consignés, donc il y en avait 12% qui proposaient dans l'échantillon une consigne des emballages. Sur ces 12%, ce sont principalement des métiers du secteur de la restauration et de plats emportés. Et sur les 88% qui n'auraient pas développé de système de consigne, en tout cas dans notre enquête, un tiers ne souhaite pas mettre en place la consigne. 37% souhaitent la mettre en place, mais déclarent que ce n'est pas possible sur les plans logistiques et organisationnels, par manque de place, par incompatibilité des produits vendus avec des systèmes de contenants consignés. Donc ça, on reviendra sur les freins ultérieurement. Et 31% souhaitent mettre en place la consigne et ont la possibilité de le faire. Donc, ce qui représenterait quand même potentiellement en Grand Est plus de 4000 établissements, en tout cas sur les métiers de bouche que nous avons ciblés, nous. Et parmi ces 31%, ils sont 97 à déclarer qu'ils la mettraient effectivement en place s'il existait des aides techniques et financières. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont développées dans les scénarios opérationnels que nous avons proposés, en quoi peut consister l'aide technique et quel serait le modèle d'aide financière le plus adapté pour les métiers de bouche. Et donc finalement, les métiers de bouche, c'est une cible qui est propice au déploiement du réemploi, parce qu'il y a des enjeux et des leviers, notamment une sensibilité environnementale, puisque 7 entreprises sur 10 souhaitent mettre en place la consigne. Ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont la possibilité de le faire, mais 7 sur 10 souhaiteraient le faire. Les produits sont globalement compatibles avec le réemploi, notamment sur les produits de vente à emporter et d'offres de repas et de snacking. Il y a un essor des offres de snacking et de la restauration emportée dans les commerces de bouche, accentué par les habitudes de plus en plus nomades de consommation des consommateurs. Et puis, autre levier qui permettrait de bien déployer le réemploi dans l'artisanat, c'est qu'il existe une grande proximité entre l'établissement de métier de bouche et son client. On est sur déjà un circuit de vente en direct. Et généralement, il y a aussi une notion de fidélité qui est plus importante entre un commerce de proximité et son consommateur qu'avec, par exemple, de la grande distribution. En termes de freins, il y a des facteurs qui sont inhérents à l'artisanat, notamment organisationnels, la problématique aussi des espaces de stockage restreints dans les métiers de bouche, les contenants réemployables prenant de facto plus d'espace que des emballages jetables. Donc, il y a aussi après des possibilités de choisir des contenants réemployables qui soient empilables et des caisses de stockage qui soient elles-mêmes empilables. Et puis, il y a aussi, par exemple, le temps supplémentaire induit par la consigne et la formation des équipes de vente.
En termes de freins économiques, on va avoir des investissements qui sont assez importants au démarrage. Les métiers de bouche n'ont pas forcément la même capacité d'investissement que des entreprises de la grande distribution. Ça, c'est une évidence. On a, j'y reviendrai ultérieurement, estimé les investissements, le montant des investissements nécessaires pour un parc de 600 contenants pour un métier de bouche. Et ce qui peut être aussi un frein, c'est que le retour sur investissement par rapport aux emballages jetables, il se fait. Alors, il se fait effectivement, mais sur du long terme. Ça, c'est quand même encourageant, mais il faut quand même pouvoir amortir les coûts des investissements. En termes de freins techniques, eh bien, c'est aussi un processus qui est complexe. Donc, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait réaliser une étude pour décomposer le processus et les étapes. Et il y a aussi un manque de connaissances sur les règles et les procédures d'hygiène, de lavage des contenants réemployables, et qui est un peu aussi un facteur qui est très important à la fois pour le restaurateur, pour l'établissement métier bouche. Ça rentre dans son processus aussi de qualité, de proposer des choses qui soient respectueuses de l'hygiène et irreprochables. Et ça rentre aussi dans le processus de décision du consommateur, qui peut aussi avoir des freins par rapport au réemploi et à la consigne, par rapport au fait que le contenant a tout simplement déjà reçu une substance alimentaire, et il peut avoir une certaine réticence sur l'hygiène du contenant. Et on a découvert aussi qu'il y avait des forts freins comptables et fiscaux avec la gestion de la consigne, puisque la gestion de la consigne, en fait, finalement, pour les établissements métiers bouche, c'était un peu fastidieux. Il n'y a pas de TVA, par exemple, sur la consigne. Par contre, lorsque la consigne n'est pas rendue, c'est considéré comme une recette, un bénéfice pour l'entreprise, et donc là, on applique la TVA. Donc déjà, ça pose des problématiques comptables, et en plus, à partir de quel moment on estime qu'une consigne ne sera pas rendue et qu'elle deviendra une recette. Donc, on a proposé aussi un guide de gestion de la consigne pour les métiers de bouche dans le rapport d'étude. Et enfin, des freins sociologiques qui, là, ne sont pas inhérents à l'artisanat, mais qui sont plus globaux. C'est le changement des pratiques d'une entreprise, bien sûr, et le changement des habitudes de la clientèle, l'habituer à choisir déjà un contenant réemployable et ensuite le rapporter. Alors, oui. Ouais. Du coup, il y a deux questions qui ont été formulées dans le chat. Voilà, deux questions qui ont été formulées dans le chat au moment où tu parlais du coup de l'état des lieux sur les emballages réemployables. La première, c'est à qui incombe du coup la responsabilité en cas d'intoxication alimentaire? Est-ce que c'est plutôt le client ou à l'artisan? Voilà, c'est la question qui est très compliquée, et il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de réponse qui a été statuée là-dessus. C'est pour ça que les commerçants sont réticents parfois à utiliser des contenants réemployables. En tout cas, dans un système où c'est le client qui rapporte son propre contenant, ils sont réticents par rapport à ça, parce que c'est leur responsabilité qui peut être engagée, mais ça ne peut pas être prouvé. Donc ça, c'est ce qui vient complexifier le processus et pour lequel il n'y a pas de réponse. Et le mieux, c'est de se prémunir au maximum en encourageant les consommateurs à choisir des contenants en verre, et surtout le commerçant va faire une observation aussi visuelle du contenant s'il lui apparaît vraiment propre ou pas. Par contre, en termes de consigne des emballages, là, la responsabilité, elle change. Elle est incombée auprès du restaurateur qui a mis en place le système de consigne et qui a distribué l'emballage. Voilà, j'espère que ça a pu répondre à cette question. N'hésitez pas à compléter dans le chat si jamais vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Je vois que Madame Delbar a complété sa question. Ouais. Comment savoir s'il n'y a pas de bactéries à l'œil nu sur un contenant amené? On ne peut pas savoir. On peut pas savoir. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser de recommander aux clients d'apporter des contenants en verre, puisque en étant en matériaux inertes, il y a moins de risques de transfert bactériologique et microbiologique. Mais on peut pas savoir à l'œil nu, effectivement. Voilà. Donc c'est
Dans l'article de loi dit que le commerçant doit accepter le contenant amené par le consommateur s'il est manifestement propre. Donc c'est là aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de réponse, parce que comment apprécier cette notion de manifestement propre? Alors, je reprends juste dans l'ordre. Du coup, il y avait une deuxième question, sur une deuxième question qui demandait est-ce que un tarif plus bas devrait être appliqué si le client vient avec son contenant, comme ce qui peut être le cas pour les boissons? Non, il n'y a pas d'obligation pour les contenants alimentaires, pour les repas emportés, comme c'est le cas pour les boissons. Alors dans le chat, il y a un complément d'information qui dit que depuis 2007, du coup, les restaurateurs ont l'obligation de souscrire à une assurance responsabilité civile couvrant les intoxications alimentaires. Oui, c'est vrai. Donc là, ils sont assurés, mais après, c'est vrai qu'ils peuvent, leur image peuvent être entachée aussi s'il y a eu effectivement une intoxication alimentaire. Et ça, c'est très important aussi pour les métiers de bouche, d'avoir une image irréprochable au niveau de l'hygiène auprès de leur clientèle, même s'ils sont assurés derrière en cas d'intoxication avérée. Et une dernière question, du coup, est-ce que techniquement, du coup, l'artisan peut prendre une photo du contenant pour utiliser comme preuve de l'aspect manifestement propre, ouais. Ça peut. Je sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait valoir comme preuve en termes juridiques. En tout cas, l'association Zero Waste France a beaucoup travaillé sur oui, voilà, c'est un flou juridique. Et justement, l'association Zero Waste France a fait tout un article sur ce flou juridique qui existe et propose des recommandations et des systèmes aussi de garder le ticket de caisse, voilà, pour pouvoir avoir une preuve d'achat. Là, c'est plutôt pour le consommateur. Mais on peut comprendre du coup la réticence aussi des métiers de bouche à accepter les contenants propres des clients. Mais je vous invite à vous renseigner voilà, sur l'article de Zero Waste France sur cet aspect-là. Très bien. Je vais continuer le webinaire. On fera d'autres petites pauses. Voilà, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. On pourra revenir un peu plus tard. Madame Vetter qui demande si on a le lien de l'article. Julien, je te laisse peut-être le chercher si tu peux. Et sinon, on pourrait vous le renvoyer de toute façon je ne sais pas si Julien l'a précisé, mais on vous enverra le PowerPoint et la synthèse de l'étude à la fin du webinaire avec une newsletter. Et donc, si jamais on n'a pas réussi à vous trouver le lien, on vous le mettra peut-être dans la newsletter à ce moment-là. Qu'encourent les artisans qui refuseraient des contenants, je pense pas qu'ils puissent encourir quelque chose parce que la loi les protège aussi, puisque la loi dit que ils peuvent refuser si le contenant n'est pas manifestement propre. Donc comme il n'y a pas de preuve vraiment sur comment apprécier si le contenant est propre ou pas, je pense qu'ils peuvent aussi se retourner aussi derrière cette précision dans la loi en disant que le contenant n'était pas propre. En tout cas, sinon, je pense qu'ils peuvent aussi avoir un rappel à la loi avant une mise en demeure. Ok, si tout, je te laisse continuer. Merci, Julien. Donc, sur le processus de réemploi pour une entreprise, donc on va un peu décomposer les étapes. Donc, on a d'abord l'étape du contenant en lui-même. D'abord, le choix. Comment on va choisir son contenant, sur quels critères, quelle offre de contenant, combien de contenants différents. Et puis après, il faudra évidemment le remplir pour le proposer à la vente avec le produit. Ensuite, une fois qu'on l'aura vendu, il y a aussi la gestion de la consigne, l'étape de retour des contenants par les clients. Une fois que les contenants ont été retournés, l'étape de lavage et une étape un peu plus générale sur la communication et la visibilité sur le système de réemploi. Et on peut aussi ajouter des étapes intermédiaires comme des actions de promotion des produits qui sont consignés. Par exemple,
la possibilité pour un métier de bouche de proposer un même produit à la fois dans un contenant consigné et dans un contenant jetable. Pour ne pas perdre de clientèle, et ben, il faut aussi pouvoir mettre en avant le contenant, le produit qui est dans un contenant réemployable pour pas qu'il ne soit lésé et jamais choisi. Des actions aussi d'incitation à rapporter le contenant avec des programmes de fidélité, des actions promotionnelles ou des choses comme ça. Et puis des actions d'optimisation du stockage et de la logistique. Et donc le métier de bouche a le choix d'internaliser finalement l'ensemble de ces étapes-là, ou peut passer par un opérateur de réemploi pour externaliser certaines parties. Donc l'opérateur du réemploi va mutualiser tout ou partie de ces étapes entre plusieurs entreprises. Ça peut être des opérateurs comme Box-IT ou en Boîte Le Plat qui vont avoir un système un peu similaire de mise à disposition d'un parc de contenants consignés pour tous les commerçants engagés dans une opération de réemploi. Et puis un système aussi parfois collectif de la consigne avec par exemple une application. Aujourd'hui, on revient de plus en plus sur les systèmes d'application parce que finalement ça complexifie un peu le geste pour le consommateur en tout cas, même si ça le simplifie pour le restaurateur, mais ça le complexifie pour le consommateur puisque déjà tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil numérique voilà, le fait de devoir retélécharger une nouvelle application, voilà, ça peut être considéré comme un frein. Et puis, on a aussi des opérateurs, par exemple, qui sont spécialisés uniquement sur le lavage des contenants, comme Usage. Et puis, j'aurai l'occasion de revenir sur cet opérateur en particulier, puisqu'il y a une actualité assez forte en ce moment dans le Grand Est avec Usage. Et donc, au niveau des étapes et les principales différences entre un processus internalisé et un processus externalisé, dans un processus internalisé, au niveau des contenants, eh bien, le restaurateur va pouvoir choisir librement au plus proche des produits vendus, alors que dans un processus mutualisé, le catalogue de parc de contenants sera forcément restreint et prédéfini, avec une certaine standardisation pour que un minimum de format de contenant puisse convenir à un maximum de métiers de bouche. Et puis, dans le processus externalisé, il n'y a pas d'investissement à faire dans un stock de contenants, ce qui peut être un frein dans un processus internalisé. Au niveau de la gestion de la consigne, alors dans le processus internalisé, elle est forcément gérée par l'entreprise, donc ce qui induit aussi certaines complexifications. Et dans le processus externalisé, elle peut être donc mutualisée et parfois dématérialisée, comme je le disais, avec une application. Ou l'opérateur peut faire le choix de laisser la gestion de la consigne à l'entreprise. Sur le retour des contenants, principale différence, c'est que dans un processus externalisé, le retour des contenants peut se faire uniquement, dans l'ensemble des commerçants qui sont partenaires de l'opérateur, alors que dans un processus individuel, l'entreprise met la consigne uniquement pour son établissement, les retours pourront se faire uniquement dans l'entreprise. Sur le lavage, donc là, je le précisais, ça revient de la responsabilité du commerçant. C'est lui qui distribue l'emballage réemployable, donc c'est sur lui que repose la responsabilité de l'hygiène de ce contenant. Donc on recommande aux professionnels de s'équiper en équipement de plonge professionnel pour garantir l'hygiène et surtout pour gagner du temps également. Et il y a aussi nécessaire mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire qui viendra préciser les procédures d'hygiène mises en place par l'entreprise. Et en processus externalisé, il y a la possibilité donc d'externaliser le lavage. Si le lavage est externalisé, la responsabilité de l'hygiène repose cette fois-ci sur l'opérateur de lavage, parce qu'on est sur une délégation, une prestation. Et puis, de toute manière, pour des petits volumes, les métiers de bouche préféreront internaliser le lavage. Et après, sur le système de communication de visibilité, avec un opérateur du réemploi, cette promotion, cette visibilité, elle est gérée par l'opérateur. Un kit de communication peut être fourni pour l'entreprise. Et généralement, il va y avoir aussi le référencement des commerçants partenaires sur une cartographie. On a réalisé un état des lieux en France. On s'est surtout appuyé sur la cartographie, les cartographies existantes, mais on a pu aussi fournir une analyse de ces cartographies. L'ADEME a publié une cartographie des centres de lavage des emballages réemployables en France. Alors, ce ne sont pas forcément des emballages de contenants alimentaires, mais c'est tout type d'emballage, même des emballages utilisés pour le transport.
ou des fûts inox pour la brasserie. Le bureau d'études Monsieur et Madame Recyclage, quant à eux, fait une cartographie des acteurs du réemploi, donc cette fois-ci pas que des centres de lavage, mais également les opérateurs sur la consigne mutualisée, la mutualisation d'un parc de contenants. Et puis, on a pu observer qu'il y a des acteurs spécialisés sur toute ou partie de la chaîne de réemploi, un peu partout sur le territoire national. L'offre, elle est assez complète et elle est en constant développement. Je finirai juste par ça. On a aussi 3 retours d'expérience d'opérateurs à retrouver dans le rapport d'emploi. Donc, on a Box City et en boîte le plat. Et également Vital, qui est un opérateur spécialisé dans aussi le parc de contenants mutualisés, la consigne mutualisée, mais pas seulement en France, également beaucoup en Allemagne. Et donc une observation qu'on a pu réaliser sur la région Grand Est, c'est qu'aujourd'hui il y a quand même une absence d'opérateurs du réemploi sur la consigne mutualisée et sur la mutualisation d'un parc de contenants alimentaires. Je parle bien uniquement des contenants alimentaires pour les repas emportés. Aujourd'hui, on n'a pas d'opérateurs comme en boîte le plat, Box City. Voilà, on n'a pas d'opérateurs locaux en Grand Est. On a une première unité de lavage industriel qui va être qui est développée par Usage en octobre 2024. Donc là, dans quelques jours, qui va être inaugurée. Mais cette unité de lavage industriel, quand bien même elle est très intéressante pour des gros volumes, finalement pour l'artisanat c'est assez peu pertinent parce qu'il va falloir qu'ils se regroupent et créer des points de massification s'ils veulent bénéficier du service d'usage, à la fois en termes d'optimisation des coûts, mais tout simplement en termes d'acceptabilité par usage. Et ce qui vient complexifier en fait l'organisation pour les métiers de bouche, de se regrouper, de se massifier, ça complexifie tout de suite l'organisation. Le périmètre géographique et d'intervention de usage est très large, mais voilà, c'est toujours aussi cette question de volume qui doit être important pour pouvoir rentabiliser, optimiser les coûts. Et en tout cas, ce qu'on peut dire pour l'artisanat, c'est que l'arrivée de cette première unité de lavage industriel en Grand Est, elle ne va pas forcément impulser une dynamique de réemploi en elle seule pour les contenants alimentaires des métiers de bouche, je précise, parce que de toute manière, l'étape du lavage, c'est celle qui est la plus facile à internaliser pour les métiers de bouche. Et que de toute manière, dans tous les retours d'expérience qu'on a pu observer, notamment sur Trivalis, retour d'expérience que je vous présenterai après, les métiers de bouche avaient fait le choix d'internaliser le lavage. Puis on a aussi bien sûr une présence historique de la consigne des boissons en Alsace, avec une extension du réseau consigne, de l'association réseau consigne en Alsace avec Alsace Consigne. Et là on est vraiment sur des grosses quantités de boissons, d'emballage de boissons, d'eau minérale et de brasseries qui sont consignées encore aujourd'hui en Alsace. Donc voilà pour la partie opérateur du réemploi. Donc vous l'aurez compris, du coup c'est un petit peu dépourvu en Grand Est. Pour l'instant, en tout cas, les métiers de bouche n'ont pas la possibilité de passer par un opérateur. Donc pour le moment, une de leurs solutions, c'est d'internaliser l'ensemble des étapes du réemploi. Donc nous, on a créé un mode d'emploi pour les métiers de bouche dans l'étude avec une décomposition pour chaque étape du réemploi, une association d'outils d'aide à la décision. Donc par exemple pour le choix et l'achat des contenants, on a développé les avantages et les inconvénients des contenants en verre et en plastique, en polypropylène, un benchmark des coûts d'achat par matériaux et par format, les fournisseurs de contenants réemployables. On a aussi, sur la consigne, j'en parlais, fait un guide pratique de l'application de la consigne. Et sur le lavage des contenants, par exemple, on a aussi été benchmarker toutes les réglementations qui existaient ailleurs qu'en France, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de réglementation sur le lavage, on n'a pas de normes. On a une réglementation générale qui est le paquet hygiène, qui dit qu'une entreprise elle a une obligation de résultat et non de moyens sur l'hygiène des produits et des contenants, des emballages et des procédures qui sont mis en place dans l'entreprise, mais pas d'obligation de moyens.
C'est-à-dire que c'est pas précisé qu'il faut obligatoirement laver les contenants avec un lave-vaisselle professionnel avec tel cycle et telle durée. Mais c'est des recommandations, notamment basées sur une norme allemande, qui est le premier pays à avoir fait vraiment une norme sur la plonge. Et puis également ce que doit contenir le plan de maîtrise sanitaire pour les entreprises qui souhaitent mettre en place la consigne. On a aussi 2 retours d'expérience à retrouver dans le rapport d'études. Un restaurateur qui, lui, gère donc complètement internalisé, un très gros volume. De mémoire, je crois que c'est plus de 3000 contenants par mois. Donc, c'est assez important. Ils sont sur un format en bocaux. Et un confiturier qui, elle, l'entreprise, c'est une micro-entreprise, la personne est seule, donc elle gère des petits volumes, mais ce qui est intéressant dans ce retour d'expérience, c'est qu'elle distribue principalement sur des marchés et elle est sur un système de réemploi sans consigne. Donc c'est-à-dire qu'elle compte sur ses clients pour rapporter les contenants et ça marche très bien avec un système aussi de fidélité par ailleurs. Quelques mots sur les investissements à supporter par les métiers de bouche, enfin, plutôt que quelques mots, quelques données chiffrées. Donc, on a fait une estimation pour un parc de 600 contenants pour une entreprise. Donc, avec l'achat des contenants, l'achat des caisses pour stocker et empiler les contenants, l'achat d'un lave-vaisselle professionnel, d'une échelle pour le séchage et des éventuels travaux, on est sur une fourchette entre 3 000 et 7 000 euros hors taxes pour une entreprise, hors travaux d'aménagement, auquel il faudra ensuite rajouter bien les coûts d'usage du système de réemploi, donc les consommations d'eau et d'énergie pour le lavage notamment, plus des coûts en direct. Alors des coûts en direct, ça va être le temps passé à former les équipes de vente, le temps passé à sensibiliser la clientèle et à l'acculturer au système de réemploi mis en place par l'entreprise, et puis aussi par exemple des éléments de communication dans l'entreprise, de l'affichage, des cartes de fidélité dématérialisées, voilà, ce type de choses. Et donc, pour avoir ensuite le coût total du réemploi, il faudrait soustraire aussi les achats d'emballages jetables qu'on ne fait plus, du coup, puisqu'on les a remplacés par des emballages réemployables. Et d'ailleurs, la ville de Paris a développé un simulateur de calcul des coûts du réemploi qui est en open source. Donc vraiment, c'est un outil très complet, un tableur Excel où on peut mettre donc les investissements, la durée d'amortissement, toutes les données liées au coût de la main d'œuvre, au coût de l'énergie et de l'eau sur quel que soit l'endroit géographique où on se trouve. Et puis on peut rentrer aussi les données sur les anciens emballages jetables qu'on achetait, leur coût d'achat. Ouais, ça c'est un outil qui est très intéressant et qu'on vous partage volontiers parce que on a pu échanger aussi avec la ville de Paris et ils ont beaucoup travaillé sur le système du réemploi auprès de la ville de Paris et c'est assez peu connu finalement ce qu'ils ont fait et ce simulateur de calcul. Très rapidement sur les financements possibles pour une entreprise de métier de bouche. Aujourd'hui, donc les emballages ménagers, enfin il s'agit d'emballages ménagers donc qui relèvent de la REP et donc ce sont notamment les éco-organismes qui s'occupent de fournir des solutions de financement pour développer le réemploi et non plus l'ADEME. Donc Citeo a un appel à projet pour les metteurs en marché, bon, pour d'autres types de cibles également, mais je vais détailler plutôt pour les metteurs en marché, pour financer des études, des expérimentations et des passages à l'échelle. Donc voilà, c'est un dispositif qui s'appelle Encore plus de réemploi. Et si je peux me permettre de faire un petit mais sur ce dispositif, aujourd'hui, ce n'est pas forcément accessible aux tout petits metteurs en marché, puisque de toute façon, pour être éligible, il faut avoir une éco-contribution au minimum de 1 000 euros, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les métiers de bouche. Mais si les métiers de bouche ne répondent pas aux obligations et aux modalités d'accès de l'appel à projet, ils peuvent se regrouper pour pouvoir répondre collectivement à l'appel à projet. Mais là encore, ça complexifie le processus et les capacités d'organisation des métiers de bouche à se regrouper entre eux. En région Île-de-France, il y a aussi donc des dispositifs régionaux. Donc ça, c'est un dispositif qui a été arrêté cette année. Mais dans le cadre du chèque efficacité énergétique, il y avait une ligne dédiée au réemploi sur l'acquisition de contenants et autres matériels nécessaires. Et puis la ville de Paris aussi, donc dans le cadre de sa stratégie sur le réemploi, soutient les investissements nécessaires aussi pour les restaurateurs et les commerçants, avec un montant de subvention minimum de 2 000 euros, enfin, qui doit être supérieur à 2 000 euros. Donc voici pour les financements principaux.
Et je vais passer aux étapes de scénario, sauf s'il y a quelques questions. Bah, écoute, il n'y a pas à moi que là, il y a certaines personnes qui écrivent, mais pour moi, il n'y a pas de questions écrites dans le chat sur le contenu. Le chèque efficacité n'existe plus. Effectivement, je l'ai mis en tout petit. C'est un dispositif qui a été arrêté cet été. Mais en fait, on a fait l'étude en 2023. Donc à l'époque, quand on a benchmarké les dispositifs d'aide régionaux, c'était encore actif. Mais je l'ai quand même laissé parce que je trouvais ça intéressant. Pas de souci. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'était beaucoup de régions se sont lancées dans des chèques verts, chèques efficacité énergétique suite à la crise énergétique qu'ont traversé les petites, surtout les petites entreprises. Mais la région de France avait vraiment rajouté cette ouverture sur l'économie circulaire. Alors sur les scénarios, donc on a donc développé des scénarios dans lesquels il s'agissait d'envisager les trajectoires principales pour le réemploi des emballages ménagers par les métiers de bouche et dans les territoires, et de développer des plans d'action et des outils opérationnels qui engagent tout un territoire. Donc on a développé 3 scénarios et j'en développerai que un aujourd'hui. Donc le scénario A, qui est vraiment l'internalisation du réemploi par une entreprise, mais vraiment aussi dans cette approche collective, on a proposé aussi des outils d'aide technique et financiers pour accompagner une entreprise dans la mise en place de l'internalisation. Donc c'est-à-dire aussi c'est de l'échelle individuelle, mais on cherche par la création d'outils et la création de plans d'action type et de recommandations de massifier aussi et de faciliter le développement de la consigne à l'échelle individuelle. Le scénario B, donc celui qu'on va développer aujourd'hui, c'est l'implication d'un EPCI dans une stratégie territoriale de réemploi. Et le scénario C, qui ne peut pas forcément être réalisé en Grand Est, mais qui peut être réalisé ailleurs, c'est la mutualisation de l'offre d'un opérateur de réemploi avec ou sans approche territoriale. Donc c'est-à-dire avec ou sans implication de la collectivité. Je dis que ça ne peut pas être réalisé en Grand Est, puisque, comme je l'ai dit, on n'a pas d'opérateur spécialisé sur la mutualisation d'un parc de contenants et de la consigne. Et dans chaque scénario, on propose une synthèse descriptive, une approche technique et partenariale, la décomposition des coûts et des financements, s'il en existe, les facteurs clés de réussite de ce scénario, et bien sûr les métiers de bouche et les territoires visés. Alors, sur le scénario numéro 2, mais qui vous sera présenté aujourd'hui, donc l'objectif de ce scénario, c'est qu'une collectivité déploie et pilote une stratégie de réemploi des contenants alimentaires sur son territoire. C'est un scénario qui s'intègre pleinement dans les politiques publiques locale de prévention des déchets, et qui peut également contribuer, par exemple, à l'objectif national de réduction de 15% des DMA à l'horizon 2030. C'est une approche qui est multi-cible, qui est proposée dans ce scénario, puisqu'elle touche à la fois les entreprises qui seraient concernées par le système de réemploi et qui s'engageraient dans le système, et une approche qui concernerait aussi les consommateurs, pour les acculturer notamment au système de réemploi et la réduction des emballages ménagers. Et c'est une approche qui est multipartenariale, puisqu'on propose dans ce scénario un appui sur des relais locaux et sur des opérateurs du réemploi, ou non, parce que le scénario peut se déployer sans opérateur du réemploi, mais l'application de la collectivité sera alors plus importante, mais quand même possible. Et c'est aussi un scénario, si on se concentre sur les contenants alimentaires, sur la restauration importée, où une externalisation du lavage n'est pas forcément nécessaire. Donc au niveau des métiers de bouche, ce sont tous les métiers de bouche qui sont visés, particulièrement ceux qui réalisent de la restauration à emporter, notamment s'il y a un financement via l'appel à la manifestation de Citeo, manifestation d'intérêt de Citeo, actuellement sur la collecte et le réemploi des emballages générés par la restauration. Et au niveau de l'échelle territoriale, syndicat départemental ou communauté de communes, ou en tout cas EPCI à compétence collecte ou traitement.
Donc, dans le détail du scénario, l'idée, c'est de co-construire une offre de réemploi à mutualiser. Donc, c'est-à-dire quels vont être les types de contenants qui vont être mutualisés, quelle diversité, quel système de consigne choisir, quel niveau d'internalisation du lavage ou non, comment on approvisionne les contenants, les entreprises en contenants. Donc voilà, l'idée c'est aussi de faire des concertations avec les entreprises et des phases de test. Donc on a développé aussi toute une méthodologie pour conduire cette animation auprès des entreprises. Il y a des dépenses opérationnelles pour la mise en place de ce scénario qui peuvent être réparties entre les différentes parties prenantes, puisque je disais c'est aussi un scénario qui est multipartenarial. Donc l'achat de matériel, par exemple les contenants, à mutualiser entre les entreprises, des caisses de transport, des potentiels kits de communication, des éléments de consigne qui peuvent être matériels. Par exemple, on peut dématérialiser la consigne sans aller sur une option numérique, mais par exemple avec un système de jetons. Donc on n'est plus sur un système monétaire qui viendrait simplifier la gestion pour le commerçant, mais on est sur un système de jetons. Donc après, il peut y avoir aussi un soutien financier aux entreprises qui seraient engagées avec un opérateur de réemploi s'il en existe un, comme par exemple la prise en charge des 3 premiers mois d'abonnement à l'opérateur de réemploi, qui lui fournirait les contenants, par exemple. Un soutien financier aux acteurs de l'animation territoriale, et puis par exemple aussi la mise à disposition d'un local pour stocker les contenants. On a 2 retours d'expérience de ce type-là dans le rapport d'études, Trivalis et la ville de Paris. Donc c'est aussi un scénario qui nécessite une vraie démarche d'animation auprès des entreprises pour maximiser l'adhésion auprès de ces entreprises. Le succès de toute façon du système de réemploi va reposer sur l'accompagnement au changement du comportement des consommateurs, donc le fait de les faire adhérer aussi au système, mais également démarche d'adhésion de la part des entreprises. Donc pour ça, on peut conduire aussi une démarche d'animation dans le cadre de ce scénario, avec d'abord l'animation aussi des groupes de travail, la concertation, mais aussi la prospection, le recrutement des entreprises, faire des sessions de sensibilisation avec ces entreprises-là, les former ensuite au système de réemploi retenu et les accompagner aussi dans leur mise en conformité avec la REP emballage ménager. Et au niveau du consommateur, l'accompagnement au changement, donc là, la collectivité, elle peut avoir un vrai rôle à jouer dans le cadre de ces cellules de prévention des déchets ménagers, avec des campagnes de communication grand public, par exemple aussi la mise en avant des commerces engagés, des systèmes de sensibilisation. Et donc, comme je l'évoquais rapidement tout à l'heure, il peut y avoir aussi une recherche de financement. Donc actuellement, ce serait plutôt l'appel à manifestation d'intérêt de Citeo. Et je voulais vous présenter, on arrive vers la fin du webinaire, également une expérimentation de Trivalis. Donc Trivalis, qui est le syndicat mixte départemental pour la gestion des déchets sur le département vendéen. Donc, qui regroupe toutes les communautés de communes et ils ont vraiment une stratégie où ils expérimentent le développement du réemploi des emballages à travers plusieurs expérimentations. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter l'expérimentation qui se rapproche le plus de ce que nous, on a cherché à conduire avec les métiers de bouche, donc sur les contenants alimentaires. Donc, ils ont engagé une expérimentation auprès de 10 commerçants avec un opérateur du réemploi. Donc, eux, ils avaient aussi la possibilité de passer et d'être appuyés par un opérateur du réemploi qui s'appelle les boîtes nomades. L'idée, c'était donc de mettre à disposition un parc de contenants mutualisés pour ces 10 entreprises volontaires, un système de consigne, et ensuite de faire de la communication auprès des consommateurs pour les inciter à rentrer dans le système de réemploi et de consigne développé à la fois par les entreprises, par Trivalis, par la communauté de communes sur laquelle a été réalisée l'opération et avec les consommateurs. Donc, ce qui est assez intéressant dans cette expérimentation, c'est qu'ils ont aussi décomposé le financement des investissements. La communauté de communes des Herbiers, sur laquelle a été réalisée l'expérimentation, a financé l'achat de 3000 boîtes, également a mis à disposition un lieu de stockage pour ces boîtes et des agents, du temps agent, pour réapprovisionner les commerçants qui n'auraient plus de boîtes.
L'opérateur du réemploi, donc les boîtes nomades, a lui apporté sa solution de carte consigne, enfin de consigne dématérialisée. Et Trivalis a lui, quant à lui, financé des caisses de transport pour réapprovisionner notamment les commerçants, des stickers pour mettre sur les boîtes et des flyers, donc aussi de campagnes de communication auprès des consommateurs. Et donc, ils ont mené de nombreuses expérimentations sur ces dernières années. Donc là, sur la communauté commune des herbiers, c'était en 2022-2023. Et ils ont également expérimenté la collecte et le lavage de bocaux, plutôt dans des magasins grande distribution, magasins spécialisés bio. Et également réaliser une campagne de communication départementale à destination des consommateurs, cette fois-ci dans les cinémas. Voilà, donc ça c'était pour le scénario et on trouvait ça intéressant de vous présenter les actions de Trivalis. En tout cas, voilà, ils communiquent beaucoup sur ce qu'ils font. Tout est accessible sur leur site internet et donc si vous voulez aussi vous inspirer de leurs expérimentations, je vous invite à le faire. Et ils m'ont dit également que pour une collectivité, ce serait intéressant aussi d'abord, avant d'aller sur un système de consigne, de réemploi qui peut faire un peu entre guillemets un flop tout de suite si on n'a pas bien acculturé aussi le consommateur à ce changement de pratique. L'idée c'est de commencer aussi par une opération qui s'appelle Ramène ta boîte. Donc d'abord d'acculturer le consommateur à amener ses propres contenants et à les rapporter chez le commerçant avant de rentrer dans un système de consigne et de réemploi qui lui serait piloté à la fois par l'entreprise, bien sûr, le commerçant, mais aussi peut-être un opérateur du réemploi et la collectivité pour toucher les consommateurs. Voilà, je ne sais pas si Julien, on a quelques questions dans le chat avant de conclure le webinaire. Oui. Il y a notamment 2 questions qui sont apparues. Donc la première, c'est est-ce que l'on sait combien dépense en moyenne une entreprise dans l'achat d'emballage? En moyenne, ça représente 1,5% du chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est une donnée assez précise. Et donc ce qui est observé, c'est que lors du prix de vente d'un produit, parfois le prix de l'emballage n'est pas intégré. Il y avait une deuxième question sur comment se positionne la CMA dans le cadre d'un projet avec un EPCI. Ah bah justement, je voulais juste prendre quelques questions avant d'en parler, avant de laisser la parole à Philippe qui va vous présenter, qui va vous préciser. Ce sera pour une question future. Voilà. Et je fais juste une petite précision sur Monsieur Monnier, combien de temps vous avez pris une telle étude. Alors ça a été étalé sur l'année 2023, mais on est financé par nos partenaires que sont le programme Climaction, donc l'ADEME Grand Est et la région Grand Est, et aussi également le FEDER, les fonds européens. Et globalement, 40 jours de mon temps étaient dédiés à la réalisation de l'étude. Voilà, je prendrai la question on parlera, Philippe peut-être pourra faire une ouverture sur les éco-défis au moment de présenter notre action auprès des collectivités qui viendra du coup apporter des éléments de réponse à Madame Grelet. Je fais juste un petit aparté sur nous, en tout cas ce qu'on fait auprès des entreprises. De manière individuelle, on les accompagne à travers notre offre de services. Donc, ce sont des actions qui sont prises en charge par nos financeurs, donc qui sont gratuites pour les entreprises. On peut, pour elles, réaliser des actions de sensibilisation, des webinaires, mais aussi des actions individuelles avec des diagnostics économie circulaire où on vient analyser les pratiques d'une entreprise à la fois sur les matières premières, sur les emballages et sur les déchets générés. Donc, on a un diagnostic spécialisé pour les métiers de bouche. Et derrière, on peut aller plus loin sur une étape d'accompagnement pour identifier des solutions techniques adaptées à l'entreprise et à ses contraintes et des éventuels dispositifs d'aide pour l'aider à concrétiser ses projets. Et je vais laisser Philippe vous présenter l'offre pour les territoires. Merci Mélissa pour la qualité de cette présentation. Je pense que ça a suscité pas mal de questions et quelques questions effectivement sur l'approche
collectivité, auxquelles je vais essayer de répondre maintenant. Donc, sur la partie droite du slide, vous voyez un résumé des étapes que Mélissa vous a décrit sur l'accompagnement qu'on peut porter spécifiquement sur le réemploi. Je répondrai après sur les autres types d'actions. Donc, effectivement, en partenariat avec une collectivité, on peut travailler sur l'offre de réemploi, mettre en place tout ce qui est test, prospection, recrutement des entreprises qui seraient intéressées par ce type de démarche sur le secteur géographique donné, et puis effectivement mettre en place des diagnostics et accompagnement des entreprises. Tout cela passe effectivement par un partenariat. Ce partenariat, on le formalise systématiquement par une convention où on cadre à la fois l'ambition du projet, l'ambition qu'on veut porter sur le territoire, le rôle de chacun, c'est-à-dire l'engagement que la CMA porte sur le territoire concerné, et puis l'application que doit avoir la collectivité aussi sur son territoire, parce que si elle vient vers nous pour ce type de projet, ça montre que politiquement, il y a un enjeu qui est porté par la collectivité et qu'elle souhaite s'impliquer. Donc on définit les engagements de chacun. Évidemment, je parle aux collectivités du Grand Est, là, hein, notre secteur géographique étant le Grand Est. Il y a une contribution, on demande une contribution à la collectivité que l'on chiffre ensemble pour correspondre aussi, en termes d'engagement de notre part, au coût que ça représente, puisque ça peut être Mélissa, mais ça peut être aussi les conseillers de proximité. Hein. Je vous l'ai montré tout à l'heure la carte. Vous avez des conseillers de proximité. Mélissa est là pour cadrer méthodologiquement les actions, mais ce sont bien les conseillers qui vont réaliser les diagnostics et les accompagnements des entreprises concernées. Donc, la démarche a un coût, donc on vous demande d'y participer. Et puis, vous l'avez compris, on a un certain niveau d'expertise maintenant, à la fois sur la connaissance de l'artisanat en tant que tel, mais aussi sur la thématique de l'économie circulaire, sur les problématiques que peuvent rencontrer les entreprises. Ce que je viens de vous dire là est également valable dans d'autres domaines. On peut travailler au-delà de l'économie circulaire sur tout ce qui est énergie ou mobilité, ou également sur les opérations collectives sur l'eau, puisqu'on a des références sur ces mêmes actions. Alors évidemment, le programme n'est pas le même, mais les étapes sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on définit des enjeux et ensuite on met en place des actions concrètes à direction des entreprises artisanales. Parfois, on élargit un peu la cible sur les commerçants à la demande de la collectivité, puisqu'il y a des passerelles possibles entre artisanat et commerce. Donc, c'est des choses que l'on peut faire. Alors, qu'est-ce qu'Éco-Défi? Alors, je ne sais pas si la personne qui pose la question l'a vu quelque part, mais en tout cas, c'est une action qu'on mène de manière très large sur le Grand Est. C'est une action multithématique, c'est-à-dire que là, on touche tous les domaines de la transition écologique, et il s'agit pour les entreprises de relever justement des défis sur une année. En général, c'est sur une année que se positionne cette action, qui est renouvelable, évidemment. On sélectionne un certain nombre d'entreprises et ils doivent relever 3 ou 4 défis à minimal pendant cette année. Et nos conseillers, évidemment, accompagnent l'entreprise dans le fait de relever ces défis. Et on met en place ce qu'on appelle des comités de labellisation, puisque c'est un label, hein, sur lequel les entreprises sont retenues ou pas, d'ailleurs, au terme de la démarche. Et puis, il y a une cérémonie également de mise en valeur. Donc, il y a tout un volet communication qui est important pour que ces entreprises soient mises en avant dans le cadre de leur démarche. Donc, il y a 2 types d'actions, vous l'avez compris, des actions de fond, là, comme celle qu'on vient de citer aujourd'hui, sur les mises en place de démarches pilotes sur un territoire pour répondre à un besoin d'entreprise, et des opérations de promotion, d'engagement d'entreprise. Les 2 sont importants. On a ce qu'on appelle aujourd'hui un parcours artisan durable qui part de la sensibilisation en passant par l'accompagnement des entreprises et qui va jusque justement leur mise en valeur, parce que c'est un point qu'on peut parfois négliger mais qui est important. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pu répondre aux questions qui concernaient l'approche territoire, mais je ne sais pas s'il y a eu des questions encore dans le chat, Julien. J'en vois pas pour le coup. D'accord. En tout cas, n'hésitez pas là, sur les dernières minutes de ce webinaire, si vous avez encore quelques questions à les poser. Et encore une fois, Mélissa vous l'a dit, des supports vont être mis à votre disposition pour que vous ayez le contenu, pour ceux qui sont intéressés évidemment, de l'étude, de la synthèse et de la présentation. Oui, tout à fait. Vous aurez aussi une adresse mail que vous pourrez contacter lorsque vous seront adressés le rapport et la synthèse et le PowerPoint. Vous n'hésitez pas à nous contacter en tout cas sur cette adresse mail-là. En tout cas, merci beaucoup
pour votre participation active aussi dans le chat. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. Je pense pas qu'il y ait d'autres questions, j'en vois pas. Voilà, merci en tout cas. Et je sais plus si on était revenu vers la personne qui demandait l'article de. Non, effectivement, Voilà. je l'ai pas retrouvé sur. Ok, je le rechercherai et puis je le renverrai. Voilà, si ça peut vous aider, parce que c'est vrai que c'est à la fois les métiers de bouche et aussi tout simplement les consommateurs se posent souvent cette question sur qui incombe la responsabilité de l'hygiène. Merci à tous, très bonne journée à vous et au revoir. Au revoir.